Bonjour, donc je suis Caroline Landreau. Au départ, moi, je suis prof de physique. Et j'ai eu besoin, puisque j'ai des élèves soit sourds, soit qui ont des troubles des apprentissages, d'essayer de comprendre qu'est-ce qui ne s'était pas bien passé au départ. Donc c'est vrai que je me suis pas mal formée. J'ai passé un DU en développement cognitif, un DU sur la pédagogie Montessori plus particulièrement, et puis un DU sur les troubles des apprentissages. Et à la fin, pour mon dernier mémoire, en fait, j'ai eu besoin de faire un peu la synthèse de tout ça. Et donc, ça a été une partie de mon sujet de mémoire, de savoir justement par quelles étapes passent les enfants pour construire ce nombre. Donc, c'est un petit peu ce qu'on va essayer de voir aujourd'hui. Alors, il faut savoir que au début du XXe siècle, on a des pédagogues et des mathématiciens en France qui ont commencé à se poser des questions justement sur tout ça. Sauf que à l'époque, l'idée c'était plutôt d'essayer de vaincre les difficultés dans la résolution de problèmes. Donc c'était quand même assez pratico-pratique. Puis on a eu Piaget qui a défini des stades d'acquisition du développement. Donc là, je vous ai mis les 4 stades. Le stade sensorimoteur, préopératoire, opération concrète et opération formelle. Alors, ce modèle-là, qui date des années 60 environ, il a été remis en question. Alors, pour quelles raisons ? Parce que déjà, pour Piaget, le nombre n'était qu'une synthèse logico-mathématique et que, en fait, quand on construisait le nombre, on mettait en place ce qu'on appelle de la classification, c'est-à-dire mettre ensemble des choses qui se ressemblent, ou de la sériation, c'est-à-dire dire qu'il y en a peut-être qui sont plus petits ou plus grands. Ça, on s'est rendu compte après que, et ça sera toute l'objectif de cette conférence, de montrer que finalement le nombre, c'est bien plus complexe que ça. Il y a énormément de choses qui gravitent autour du nombre et que donc ce n'est pas qu'une histoire de logique de faire des mathématiques, ce qu'on a longtemps cru avec Piaget. Autre chose, c'est qu'il dit que le nombre se construit tardivement. Il parle vers 6-7 ans. Voilà. Or, c'est ce qu'on va voir après. Les neurosciences ont montré que, en fait, dès la naissance, on est avec des systèmes reliés, on va dire, aux mathématiques, ou en tout cas qui donnent une prise de conscience par rapport aux mathématiques. Donc, c'est ce qu'on va voir tout de suite. Donc, on a vu qu'effectivement, il y a des compétences numériques dès le bébé, pratiquement dès qu'on est. Et on en a retrouvé aussi chez les animaux. Il y a eu tout un tas de recherches qui ont été faites par rapport à ça. Alors, je vais vous en présenter un petit peu. Alors, la première chose alors c'est toujours pareil, quand on est sur des recherches, à un moment, on découvre des choses qui, finalement, après, peuvent être remises en question. Mais aujourd'hui, on est quand même assez certain que l'enfant naît avec 2 systèmes qu'on appelle le système numérique précis, ou en anglais on parle beaucoup de subitizing, et moi je parle aussi de subitizing naturel, je vous expliquerai pourquoi, et le système numérique approximatif. Donc ça a l'air d'être des gros mots, mais on va voir ensemble un petit peu qu'est-ce que ça veut dire. Mais avant de revenir sur ces 2 systèmes-là, on va regarder un petit peu quelles ont été les expériences qui ont été menées sur les bébés et ce qu'on a pu trouver. Alors, la première chose, c'est que comment on peut faire des expériences sur les bébés ? Alors, on utilise ce qu'on appelle le système de succion. C'est-à-dire que l'enfant, il est avec sa tétine, il tète, tout est normal, il tète à peu près toujours au même rythme. Quand, à un moment, il voit quelque chose qui lui semble curieux, il va téter autrement. Et c'est ça qui nous permet de dire que l'enfant réagit. Alors, donc, il y a eu tout un tas d'expériences qui ont été faites sur les bébés sur cette technique-là.
Et donc, par exemple, premier exemple, on montre à des bébés de 3 mois, donc vous voyez que c'est très petit, des images successives. Et donc, on va toujours montrer 4 canards. Et puis, au bout d'un moment, on va montrer 4 chiens. Ou alors, au bout d'un moment, au lieu de montrer 4 chiens, on va en montrer 8, enfin 8 canards. Ou au bout d'un moment, on va montrer 8 chiens. Et on va regarder la réaction de l'enfant, du bébé. Et eh bien, on s'est aperçu que quand on lui montre 4 chiens ou 4 canards, ce ne sont pas les mêmes zones du cerveau qui vont s'activer que quand on lui montre 4 canards et 8 canards. Donc là, il y a eu des recherches qui ont montré que finalement, il y avait peut-être des zones dédiées aux mathématiques. Autre expérience, donc cette fois-ci, elle a été faite sur des bébés de 4 à 5 mois. Et l'objectif, c'était de voir s'ils étaient capables de reconnaître des opérations très petites. Addition, soustraction. D'accord ? Donc, on n'est pas en train de calculer, c'est-à-dire l'enfant de 4 ou 5 mois n'est pas en train de calculer, mais par contre, prendre conscience qu'il y a un sens des opérations. D'accord ? Alors, on utilise le même principe, le système de la succion. Et donc, première chose, on va apporter un objet qu'on va ensuite cacher. Alors, voilà, on baisse l'objet, il voit qu'il y a toujours un seul objet, donc lui, ça lui semble normal. Et il tète normalement. Deuxième opération, on apporte un objet, on apporte un deuxième objet, on cache, et quand on rabaisse, il voit 2 objets, donc pour lui, ça lui semble normal. Donc, il tète normalement, pas de problème. Tout d'un coup, on apporte un objet, on apporte un deuxième objet, et quand on descend le cache, il n'y en a plus qu'un. Et bien là, le bébé, il dit, il y a un problème. Voilà, il tète, il dit, c'est pas normal. Donc là, ça veut dire qu'il a déjà un sens des opérations sans savoir calculer. Et pourtant, il n'a que 4 ou 5 mois. Donc là, je vous ai montré qu'il y a eu tout un tas de recherches qui ont été faites sur le fait que, dès la naissance, on a un sens quand même mathématique. Alors, bien évidemment, on n'est pas encore capable de résoudre des problèmes, etc. Mais en tout cas, il est là. Et donc, ça repose sur 2 systèmes, je vous ai dit. Le premier, celui qu'on va voir tout de suite, c'est le système numérique précis. Moi, je parle de subitizing, mais en fait, dans la littérature, je me suis rendu compte qu'il y a des gens qui parlent de subitizing acquis, ce qui est en fait totalement antinomique. Et donc, moi, je parle de subitizing naturel, pour qu'on soit bien clair sur les choses. Et on va voir qu'est-ce que c'est que le subitizing. Alors, le subitizing, c'est, j'ai envie de vous dire, vous fermez les yeux, on va vous présenter, je sais pas, 3 points, ou 2 points, ou 1 point, et quand vous les voyez instantanément, vous n'avez pas besoin de compter, et vous savez qu'il y a 1, 2 ou 3. Alors, c'est là où, dans la littérature, moi, je ne suis pas toujours d'accord, c'est que, normalement, le subitizing naturel, il est de 3 ou 4. Voilà. Il y a des gens qui parlent de subitizing acquis, mais en fait, le subitizing acquis, c'est-à-dire qu'ils disent qu'on peut monter jusqu'à 5 ou 6. Quand vous identifiez tout de suite 5 ou 6, c'est que, en fait, vous avez une configuration, que, par exemple, le D, que vous avez appris par cœur, que socialement vous avez appris. Mais en vrai, vous ne faites pas pour moi du subitizing. Le subitizing, c'est je regarde et instantanément, je sais que j'ai 1, 2 ou 3. Alors moi, personnellement, j'ai essayé de me mettre dans cette situation. Et bien franchement, au-delà de 4, je ne suis pas très bonne. Donc les gens qui arrivent à faire du subitizing de 5 ou 6, soit c'est qu'ils ont un temps très rapide où finalement ils comptent, soit en fait ils sont face à une configuration qu'ils connaissent déjà.
Donc ça, c'est une base avec laquelle on est. Et on verra ensuite que ça, on parle du développement normal de l'enfant, mais les études ont montré que, par exemple, les dyscalculiques primaires, c'est-à-dire ceux qui ont vraiment énormément de problèmes avec les nombres, ceux pour qui 1 + 1 ne fait pas forcément 2, ils ont un très mauvais subitizing. Et il y a des recherches actuelles de savoir est-ce qu'on rééduque le subitizing? Alors, pour l'instant, ça n'a pas donné de grands résultats, mais en tout cas, c'est une des pistes. Mais en tout cas, quand on a déjà un mauvais subitizing à la base, ça veut dire qu'on va avoir des difficultés en mathématiques après. Donc ça, c'est le premier système avec lequel on est. Donc, c'est ce que je vous ai dit. On reconnaît 3 ou 4, et surtout, vraiment, ce qui est très, très important, en fait, on ne compte pas. C'est vraiment, je prends la photo, je sais qu'il y a 3. Voilà. Alors, ce subitizing, il n'évolue pas avec l'âge. Et alors, il y a des effets de recherche, mais justement, les recherches montrent que même en surentraînant un enfant au subitizing, en fait, on n'a pas des grands résultats. Voilà. Donc aujourd'hui, comme je vous ai mis, on ne connaît pas exactement son rôle dans la construction du nombre, mais par contre, ce qu'on a pu observer, c'est qu'un enfant qui n'a pas un bon subitizing, il va avoir des difficultés en mathématiques. Voilà. C'est comme si c'était un prérequis. Autre système avec lequel on est, c'est ce qu'on appelle le système numérique approximatif, où on parle autrement, on parle d'estimation. Donc, on va voir que dès bébé, on a quand même un système d'estimation, alors plus ou moins développé. Donc, c'est la capacité, voilà, à dire environ. Il y a environ 10 vers, il y a environ 100 vers, il y a environ 1000 vers. Voilà. Alors, moi, je suis prof de physique, par exemple, en seconde, on parle beaucoup d'ordre de grandeur. Et ben, l'ordre de grandeur, c'est quelque chose qui est très abstrait pour les élèves. Ils ont énormément de mal à se le représenter. Alors, suite à toutes les recherches qui ont été menées ces dernières années, il y a eu quand même une prise en compte de tout ça dans les programmes, puisque si vous regardez un petit peu les programmes d'élémentaire, de plus en plus, on leur demande de faire de l'estimation. Voilà. Il y a des évolutions quand même qui sont faites. Alors, l'estimation. Là, on a un enfant de 6 mois. Il est capable de faire la différence entre un rapport de 1/2. C'est-à-dire, là, vous voyez, j'ai mis 3 d'un côté, j'ai mis 6 de l'autre, donc il y a un rapport de 1/2 entre les deux. Il voit la différence. Mais par contre, si vous lui mettez un rapport de 2/3, c'est-à-dire 2 et... Alors, attendez, j'ai inversé les choses. S'il a 2 et 6, il voit la différence. Mais par contre, s'il a 1 et 2, là, il ne voit pas la différence. L'écart entre les deux est trop faible. D'accord? Et cet écart entre les deux, il va diminuer avec le temps. C'est-à-dire que notre estimation, elle va s'améliorer plus on va grandir. Donc là, vous voyez, il peut voir un rapport de 1/2, mais pas un rapport de 2/3. À 9 mois, il est capable d'identifier un rapport de 2/3. Donc vous voyez que ça s'améliore. Et ça s'améliore même relativement rapidement. Alors, comme vous l'avez compris, on va pouvoir faire une différence et estimer des quantités si on a une grande différence entre les deux tailles des collections qu'on observe. D'accord? Et plus on va diminuer l'écart entre les deux collections, plus ça va être difficile. Et que donc, en fonction de l'âge du bébé ou de l'enfant, il pourra dissocier plus ou moins les choses. On appelle ça le rapport de distance. Voilà. Voilà. Donc là, je vous ai évoqué tout ce que je voulais dire. Alors, donc, revenons à notre histoire. L'enfant est né avec ces 2 systèmes numériques. Donc, le subitizing, l'estimation. Le subitizing, on a vu, il n'évolue pas dans le temps. Par contre, l'estimation, vous l'avez vu, elle va s'améliorer au fur et à mesure. Et sur ces 2 systèmes numériques, va se construire ce qu'on appelle une ligne numérique mentale. Alors, qu'est-ce que c'est que la ligne numérique mentale? C'est la capacité à représenter des nombres sur une ligne. Alors,
Il y a des recherches actuelles où on a tendance à dire que cette ligne numérique mentale irait plutôt de la gauche vers la droite. Alors moi, personnellement, j'ai essayé de me poser des questions sur moi-même. Alors c'est difficile de revenir dans son enfance, comment est-ce qu'on a construit le nombre et comment on se l'est imaginé. Mais moi, personnellement, naturellement, je l'aurais plutôt mis du bas vers le haut. Donc, est-ce qu'il y a un rapport sociétal? Est-ce que c'est propre à chacun? Pour l'instant, les recherches ne sont pas totalement claires sur ça. Mais les quelques recherches qui ont été faites ont quand même l'air de dire qu'on part de la gauche et on va vers la droite, sens de l'écriture. Alors c'est pareil, je ne sais pas, dans les pays arabes où on écrit dans l'autre sens, est-ce qu'elle se fait dans l'autre sens? On pourrait se poser la question. Je pense que ça viendra dans les années à venir. Donc, cette ligne numérique mentale, c'est le fait d'avoir aussi conscience qu'entre 0 et 1, j'ai le même espace qu'entre 1 et 2. Et on a remarqué que chez des enfants jeunes, l'espace entre 0 et 1 est très grand, alors que l'espace entre 99 et 100 est très petit. Voilà. C'est que pour eux, l'unité, en fonction de là où elle est placée sur la ligne mentale, n'a pas la même valeur. Et ça, c'est des choses qui vont évoluer dans le temps. Donc, pour vous donner un exemple, voilà, un enfant essaye de construire sa ligne numérique mentale entre 0 et 100 vers le CE1. Et c'est un peu les épreuves que vous avez dans les évaluations. Les évaluations de CP, les évaluations de CE1, on a beaucoup de choses comme ça. Et les enseignants disent, mais il n'y a que 10% de nos élèves qui y arrivent. Et à chaque fois, c'est assez marrant parce qu'ils se remettent en question en disant, c'est nous qui n'avons pas bien fait notre boulot. Alors qu'en fait, cette ligne numérique mentale, elle n'est pas construite chez la majorité des enfants. C'est pratiquement normal. Donc en fait, qu'ils échouent sur ces épreuves-là, c'est assez normal. Voilà. Alors, pour vous donner un exemple de réussite, voilà, un enfant de 10 ans, comment il représente sa ligne numérique mentale entre 1 et 1000. Donc là, vous voyez qu'il y a énormément de place de 1 à 5, beaucoup moins de 5 à 25 et encore moins de 750 à 1000. Donc là, on voit bien qu'il y a un gros travail à faire sur cette ligne numérique mentale, qui, en fait, est considérée un peu comme l'aboutissement du concept du nombre. C'est-à-dire qu'un enfant, normalement, quand il a construit sa ligne numérique mentale, ça veut dire qu'il sait ce que c'est qu'une unité, il sait ce que c'est qu'une dizaine, il a compris les rapports entre les nombres, et donc, normalement, on est bon au niveau du nombre. Voilà. Donc, pour vous donner une petite idée, 97% des adultes ont une ligne numérique mentale qui est construite entre 0 et 1000. Seulement 0 et 1000, hein. Mais seulement 9% des enfants de CE1 peuvent construire une ligne numérique mentale entre 0 et 1000. Donc, si on leur demande ça lors d'évaluation, c'est sûr qu'ils vont être en échec. Voilà. Alors, je pense que ces exercices qui ont été rajoutés dans les évaluations ces dernières années, c'est pour nourrir la recherche. Ça permet de voir justement, est-ce qu'il y a un facteur d'environnement, voilà, ou est-ce que c'est tous les enfants un peu comme ça? Donc, j'ai mes deux systèmes, le subitizing, j'ai mon estimation, je construis ma ligne numérique mentale, et donc, pour construire tout ça, donc oui, là je reprends un petit peu ce que j'ai déjà dit, là vous voyez que, en fait, ça peut s'entraîner, la ligne numérique mentale, qu'en fonction du temps, elle va évoluer. Mais vous pouvez avoir des gens qui n'ont jamais été sollicités par la ligne numérique mentale et qui donc sont des adultes et n'ont toujours pas construit leur ligne numérique mentale. C'est quelque chose qui s'acquiert, voilà, qui est vraiment à travailler. Et pareil, si vous regardez un petit peu l'évolution des programmes sur les dernières années, vous verrez qu'il y a beaucoup plus d'exercices sur les lignes numériques mentales qu'auparavant, parce que c'est l'évolution des neurosciences par rapport à tout ça. Voilà. Alors, cette ligne numérique mentale, comme je vous ai dit, c'est un élément de base pour la réussite après en mathématiques. Voilà. Donc, c'est pour ça qu'elle est
très importante pour la construction de la suite. Alors, voilà. Donc, voilà, je vous ai fait un petit résumé de tout ce que je vous ai dit. Le système numérique précis, le subbitizing, j'identifie par photo 1, 2, 3, 4. L'estimation, je dis j'ai environ 10, j'ai environ 20, j'ai environ 100. Et puis, cette ligne numérique mentale que je construis qui me permet de réussir. Alors, une fois que j'ai cette base, en fait, il va y avoir des choses qui vont se passer autour de ça. Alors, la première chose, c'est ce qu'on voit en première année de maternelle, c'est qu'on va apprendre les mots nombres. Et alors, comment est-ce qu'on va apprendre les mots nombres? On va passer par la comptine numérique. C'est pour ça qu'en maternelle, vous avez tout un tas de chansons qui vous permettent d'apprendre les mots nombres. Alors, au début, l'enfant, il apprend une succession de mots, mais il ne dit, en fait, 1, 2, 3, c'est tout collé ensemble, en fait. Et après, il va dissocier, il y a le mot 1, il y a le mot 2, il y a le mot 3. Mais là, quand j'apprends la comptine numérique, je ne suis pas en train de dire, en fait, j'ai une quantité qui correspond à un objet. J'ai une quantité qui correspond à 2 objets. En fait, je n'apprends qu'une succession de mots. Mais en vrai, on passe par cette étape pour ensuite arriver à la quantité. D'accord ? Donc, une des phases d'apprentissage, et c'est souvent le moment de la petite section, c'est qu'on apprend les mots nombres. Voilà. Voilà. Et dans un second temps, quand on connaîtra ces mots nombres, on va travailler ce qu'on appelle le dénombrement, c'est-à-dire associer le mot nombre à la quantité. D'accord ? Donc, vous voyez qu'il y a quand même tout un tas d'étapes. Et c'est pareil, des fois, vous avez des parents qui disent « Oui, mais il sait compter jusqu'à 30 ». Oui, d'accord, il connaît les mots nombres jusqu'à 30, mais en fait, il n'a absolument pas associé une quantité au mot. Et d'ailleurs, je crois qu'en petite section, on peut compter jusqu'à 10, mais au niveau du dénombrement, on vous demande 3. Voilà. Il y a toujours un décalage entre cette comptine numérique à apprendre par cœur et après prendre conscience de à quoi ça correspond comme quantité. C'est normal. Voilà. Alors, il faut se rendre compte, voilà, que cette chaîne numérique mentale, elle va prendre aussi plus de temps en France. Voilà. Il y a eu des études, et c'est ce que je vais vous montrer après, c'est que en Chine, les mots sont très simples. C'est-à-dire qu'on dit 10, 1, 10, 2, 10, 3, 20, 1, 20, 2, 23, etc. La langue est régulière. En anglais, déjà, on ne dit pas 10, 1, on dit 11, enfin on dit 11. Donc il va falloir apprendre ce mot. Donc déjà, ça rajoute une difficulté. Et alors nous, on est les champions du monde parce qu'on a ajouté les 70 et les 80. Donc, on va voir qu'il va y avoir un décalage dans le développement des mots nombres en fonction du pays dans lequel on est. Voilà. Donc, voilà ce que je vous ai dit en Chine. Et pour vous montrer un peu... toc, toc, toc. Normalement, voilà, j'ai un schéma. Vous voyez un enfant chinois, à 4 ans, il sait compter jusqu'à 30, alors qu'un enfant anglais, à 4 ans, ne sait compter jusqu'à 10. Alors, si on prenait un enfant français, enfin, sur les 10 premiers nombres, on est à peu près pareil. C'est après que ça se complique. Mais donc là, vous voyez que, en fait, nous, on a déjà une langue qui est compliquée et qui donc rend difficile l'apprentissage de ces mots nombres. Et ça, il faut en avoir conscience. C'est-à-dire que si on essaye de se comparer avec les Chinois, forcément, ça ne va pas marcher. Voilà. Alors, comment est-ce qu'on apprend cette comptine? Au début, comme je vous ai dit, tous les mots sont collés les uns après les autres. Ensuite, on va comprendre que chaque mot est individuel. Ensuite, on va en fait compter à partir de 2, compter à partir de 5, compter à partir de 8. Alors, vous voyez, quand vous dites à un enfant, est-ce que tu peux compter à partir de 8? Vous voyez où il en est. S'il repart de 1,
c'est qu'en fait, il n'a pas encore atteint ce stade-là. Donc, vous voyez qu'il y a vraiment des étapes dans cette construction et que, en fonction de l'enfant, ça ne sert à rien de brûler les étapes. Il est obligé de passer par ces étapes-là pour construire ses mots nombres. Ensuite, on va les prendre, alors je crois que c'est à l'envers. Voilà, c'est ça. C'est qu'on peut les prendre distinctement et on peut les associer à une quantité. Et là, c'est que c'est bon, les mots nombres ont été acquis. Alors, on est sur la comptine numérique, donc on est en petite section à peu près, un petit peu après. Mais conjointement, on va essayer de travailler le dénombrement. D'accord ? Donc comme on l'a dit, l'enfant compte peut-être jusqu'à 10, mais en fait, au niveau du dénombrement, on va être sur 1, 2, 3, tout dépend de l'enfant. D'accord ? Et donc, première étape, donc là, c'est vraiment tout le travail de maternelle, ça va être de faire une correspondance terme à terme. Alors, c'est typiquement, je ne sais pas, j'ai des têtes dans un coin de la classe, j'ai des chapeaux de l'autre côté de la classe. Alors, pourquoi je les mets loin ? Parce que l'enfant, si je les mets à côté, il va faire correspondre son chapeau avec sa tête, il n'a pas besoin de compter. Si je les mets loin, bon, alors, vous avez les enfants qui vont faire des allers-retours et qui vont en mettre un par un à la fin, et ils n'auront pas compté. Mais l'intérêt, après, c'est de lui dire, mais peut-être qu'on peut aller plus vite. Peut-être que là, je peux compter que j'ai 3 têtes, donc il faudra que je ramène 3 chapeaux. Et après, je fais bien correspondre mes 3 têtes et mes 3 chapeaux. Donc ça, c'est la première étape, c'est ce qu'on appelle la correspondance terme à terme. Ensuite, alors attendez, le principe de l'ordre stable, que je me remémore, voilà, on va compter dans un sens. Donc je compte 1, 2, 3. Voilà. Et ensuite, il faut comprendre que, en fait, mon dernier nombre, 3, c'est ma quantité totale. D'accord ? Et ça va être vraiment le grand enjeu. Et c'est vraiment, Bricio, il a beaucoup parlé de ça. C'est qu'à un moment, alors, il y a un moment où on a hérité un peu des pédagogies américaines et on faisait ce qu'on appelait du numérotage. Donc, 1, 2, 3. Mais l'enfant, quand je lui montre toujours 1. Je lui ai montré 1, mais en fait, je n'ai pas associé le même nombre. Et alors lui, c'est sa théorie, il dit que depuis les années 80, on a beaucoup perdu des enfants par cet enseignement. Et donc lui, ce qu'il préconise, c'est 1, 2, 3. Voilà. Où je décale 1 quand j'ai des objets, je décale 2, je décale 3. Voilà. Ou je cache, mais en tout cas, à chaque fois dans le mot que je prononce, je montre la quantité correspondante. Une fois qu'on a travaillé ce dénombrement, c'est d'arriver à l'abstraction. D'accord ? Et donc, de comprendre que je montre 4 chats, que je montre 4 cailloux, que je montre 4 stylos, j'ai toujours la quantité 4. Voilà. Et pareil, ça c'est un des grands travaux de la maternelle. On met souvent la maison du nombre, on appelle ça souvent comme ça. On met le nombre au milieu et après on demande à l'enfant de ramener plein de choses différentes qui font vivre ce mot. Voilà. Donc on commence par 3, on commence par 5, on commence par 10. Voilà. Et puis la dernière étape du dénombrement, c'est que je commence à compter à gauche ou je commence à compter à droite ma collection. À la fin, j'obtiens toujours le même nombre. Voilà. Donc, c'est toutes ces étapes par lesquelles l'enfant doit passer. Alors, quand je vais un petit peu plus loin dans ce dénombrement, je peux utiliser toutes ces techniques que vous avez. Alors, Bricio, il est beaucoup dans la décomposition, recomposition, etc. Alors, l'enfant, au départ, qu'est-ce qu'il va faire ? Il va avoir ses 5 objets. Il va compter 1, 2, 3, 4, 5. Ensuite, quand il commence un petit peu à maîtriser, il se dit, bon alors, j'en ai 2
déjà ici, donc je rajoute 3, 4, 5. Quand il commence un peu vraiment à maîtriser le dénombrement, il voit bien que j'ai une collection où il y en a 3, l'autre où il y en a 2, ça va aller plus vite de partir de celle qui est plus importante. Donc j'ai déjà 3, je rajoute 4 et 5. Ensuite, je décompose mon nombre. Donc j'ai 2 plus 3, mais c'est comme si je faisais 2 plus 1 plus 2. Ou c'est comme si je faisais 2 plus 1 plus 1 plus 1. Voilà. Et après, on peut les faire travailler sur toutes les décompositions possibles d'un même nombre. Et enfin, la dernière étape qui fait plutôt appel à la mémoire, c'est j'apprends par cœur que 2 plus 3, ça fait 5. Donc, normalement, quand ils ont passé toutes ces étapes-là, ils maîtrisent à peu près le dénombrement. Mais si vous leur faites apprendre par cœur 2 plus 3 égale 5, vous avez court-circuité toutes les étapes d'avant. Voilà. Donc la mémoire, c'est bien, mais il faut y mettre du sens derrière. Alors, pareil, des fois j'entends des enseignants qui me disent « moi j'interdis les doigts ». Je leur dis ah, « t'es en CE1, ça y est, c'est fini quoi ». Alors déjà, première chose, c'est qu'ils ne se servent pas tous bien de leurs doigts. Donc déjà, vérifiez si l'utilisation des doigts est utile. Ensuite, je ne sais pas si vous, ça vous arrive, mais moi, dans la vie de tous les jours, des fois, j'utilise mes doigts quand j'ai une retenue ou un truc comme ça, etc. Je suis prof de maths, je suis prof de physique, et je ne trouve pas que mes doigts, ça soit un truc de bébé. Voilà. Donc, on vérifie juste qu'ils s'en servent correctement, parce qu'il y en a certains que ça peut emmêler. Voilà. Donc, s'il n'y a pas les bonnes techniques, il faut retravailler les techniques. Et si, effectivement, les doigts, pour certains dyspraxiques, des fois, les doigts, c'est compliqué. Et bien peut-être qu'on va lui proposer une autre façon de faire. Mais en tout cas, ne pas négliger cet aspect-là si ça l'aide. Alors après aussi, vous avez le problème du calcul mental. C'est-à-dire qu'au bout d'un moment, quand vous avez tout le temps un enfant qui compte sur ses doigts, vous pouvez lui dire, bon maintenant, on essaye de travailler la mémorisation et il faut que tu te rappelles de combien ça fait. Voilà. Mais c'est une autre faculté, vous voyez ? Donc voilà, les doigts, ça peut être très utile. Voilà, tout ça, je ne vais pas en rediscuter puisque c'est un peu ce que je viens de vous dire. Alors moi, je m'en sers par exemple beaucoup pour garder en mémoire tout ce qui est retenu. C'est des choses dont je me sers beaucoup. Voilà. Alors, on était sur nos mots-nombres. On a fait notre dénombrement. Donc, le verbal, la quantité. Et maintenant, on arrive sur les symboles indo-arabes. Donc ça, dès la petite section, on voit quand même écrit 1, 2, 3. Donc il peut y avoir coexistence, c'est ce qu'on verra après, de ces trois façons de représenter le nombre. Mais il faut prendre conscience qu'ils n'ont pas tous, c'est que là, on passe à un niveau d'abstraction et que donc, c'est un peu l'étape d'après et que c'est plus difficile. Voilà. Donc vous avez des enfants en petite section qui ne sont pas prêts à ça. Voilà. L'autre jour, je ne sais plus, ma meilleure amie, elle me dit que sa fille de 3 ans, elle ne reconnaît toujours pas le chiffre indo-arabe 3. Donc c'était catastrophe. Et je lui dis, mais peut-être qu'elle n'est pas encore prête pour ça. Voilà. Donc, notre code indo-arabe, il nous permet, avec 10 symboles, d'écrire tous les nombres qu'on veut. Donc ça, c'est quand même assez magique. Et c'est vrai que dans tout le monde entier, on peut se comprendre à partir de ce code indo-arabe. Mais il a quand même quelques difficultés. C'est que pour comprendre ce code indo-arabe, déjà, il faut comprendre qu'en fonction de la position du chiffre, ça n'évoque pas la même chose. Et c'est là où on a un gros problème pour les élèves, c'est que ça n'a pas forcément de sens. C'est-à-dire que quand je mets mon 2 dans 742, c'est 2 unités, alors que quand je mets 274, mon 2, il représente 2 centaines. Donc là, on a tout ce qu'on appelle la base décimale à travailler. Et ce n'est pas une petite chose, vraiment. Pareil, la signification du 0. Alors, je vois même mes secondes, entre s'il est devant, s'il est après, s'il est au milieu, il n'a pas la même signification. Donc, avoir conscience de ça. Pareil, pour surtout des dyslexies, 14 et 41,
ça n'est pas le même nombre. Voilà. Donc, vous voyez que sous des petits symboles qui n'ont l'air de rien, en fait, il y a des difficultés sous-jacentes qui sont importantes. Et donc, nous, notre principe, ça a été de regrouper par 10. Alors, pourquoi? Parce qu'on avait 10 doigts, hein, concrètement. Voilà. Donc, on a fait des paquets de 10 ensemble. Et cette histoire de paquets, c'est quelque chose qu'il faut vraiment leur faire prendre conscience. Donc, c'est sûr que la manipulation, elle va avoir quand même énormément de rôle en maternelle, en primaire, mais aussi parfois au collège quand les choses ne sont pas bien installées. Des fois, pour une petite donnée pas bien claire pour les élèves, c'est intéressant de repasser par un peu de manipulation pour après repartir vers l'abstraction. Voilà, il ne faut pas s'empêcher de ça. Alors, comme vous l'avez vu, au départ, on développe les mots nombres, ensuite le dénombrement, ensuite les codes indo-arabes, mais en fait, l'objectif, c'est d'arriver à faire le lien entre les trois. Voilà. Et donc, celui qui l'a formalisé, c'est le fameux triple code de Dehaene, qui nous donne donc 3 représentations. Une représentation analogique, c'est-à-dire la quantité, une représentation verbale, le mot nombre, et une représentation visuelle arabe, qui est le code indo-arabe. Et l'objectif, c'est vraiment de passer son temps à faire des allers-retours entre les uns et les autres. C'est pas tout de manipuler, en fait. Si vous passez jamais à l'abstraction, c'est que, en fait, vous avez un peu loupé votre coup. Voilà. Alors, en fonction de l'âge de l'enfant, bien évidemment, au départ, on va plus être dans la manipulation, mais ne jamais oublier que l'objectif final, c'est d'arriver à l'abstraction. Voilà. Et Maria Montessori, quand elle a développé au départ ces outils, c'était justement pour arriver à l'abstraction. Et d'ailleurs, quand on regarde, il y a un matériel pour un peu chaque étape. Voilà. Pour s'éloigner de plus en plus du côté concret, pour ensuite arriver à l'abstraction. Jamais perdre cet objectif. Mais comme me disait une fois une de mes collègues, alors c'était à propos des adaptations pour 10, puisque à terme, ils doivent ne plus en avoir besoin, autant sauter tout de suite dans le grand bain. Ben non. Voilà. Là, vous avez bien vu, dans les étapes de la construction du nombre, il y a des passages obligatoires et qui, s'ils ne se font pas correctement, on se retrouve avec une base décimale qui n'est pas bien construite. Et il faut quand même se rendre compte que 47% des enfants de 6e ne savent pas identifier, par exemple, je ne sais plus, c'était 742 centaines, les mettre en dizaines. Cet exercice a été chuté par 47% des enfants. Donc là, on ne parle pas d'enfants qui ont des troubles des apprentissages, on parle de tous les enfants, hein. Donc voilà, alors je vais vous montrer un petit peu des exemples de comment on peut représenter ce triple code dans différentes situations. Donc là, vous avez une illustration de la somme, d'ajouter, de plus, suivant le niveau où on est, ou de mettre ensemble. Voilà. Donc vous avez la représentation analogique où on entoure. Vous avez le code visuel qui est le plus, et vous avez tous les mots, ajouter, mettre ensemble, additionner, faire la somme, plus. Voilà. Autre exemple, la proportionnalité. Vous voyez qu'en code symbolique visuel, c'est une droite passant par 0. Alors là, on est au collège, voire au lycée. On peut parler de proportionnalité dès la primaire, et que c'est quoi la proportionnalité? C'est relier 2 grandeurs ensemble, 2 choses différentes ensemble. Alors, ce triple code, il a été confirmé par le modèle de Von Aster. Donc, je vais vous le montrer juste après. Voilà, il dit, on en revient, que pour construire le nombre, on a nos représentations de départ, bébé, le subitizing, l'estimation, que sur ce subitizing et cette estimation, on va construire une ligne numérique mentale, et que cette ligne numérique mentale, elle va pouvoir se construire correctement avec l'apprentissage des mots nombres, du dénombrement, du code indo-arabe et du lien entre les trois. Donc, je vous montre le graphique qui est juste après. Donc, vous voyez qu'on passe par des paliers
et que en fait, toutes ces étapes sont obligatoires pour pouvoir construire le nombre. Alors, vous avez des enfants qui vont y passer plus vite. C'est-à-dire que les mots-nombres, ils vont les avoir tout de suite. La quantité, ils vont l'avoir tout de suite. Le lien entre les trois, ils vont l'avoir tout de suite, plus rapidement que les autres. Et vous en avez d'autres qui vont construire ça beaucoup plus lentement. Et c'est là où c'est intéressant de vraiment observer ces élèves, ces enfants, pour pouvoir savoir où il en est et pour pouvoir l'aider à construire et à passer les étapes qui sont juste après et pas celles qui sont à des années-lumière après. Donc, là, j'ai fini un peu mon panorama de cette construction du nombre. Je trouve que celle qui a le plus résumé comment on construit le nombre, c'est Michel Mazo. Et là, vous voyez que c'est un schéma qui date de 2018. Comme on avait dit tout à l'heure, Piaget, pour lui, c'était juste des rapports logiques de classification et de sériation. Là, alors on les retrouve. Vous voyez, dans la construction du nombre, on voit l'aspect logique de la classification, de la sériation, de l'inclusion. Mais le nombre, ça n'est pas que ça. Le nombre, vous voyez qu'il y a un aspect visio-spatial avec le comptage, le dénombrement, la numération de position, la pose des opérations. Donc, il y a tout ça à apprendre pour construire ce nombre. Il y a tous les aspects linguistiques, apprendre ces mots-nombres, apprendre le vocabulaire par rapport aux mathématiques, mais aussi comprendre un énoncé. Moi, je peux vous dire que la moitié de mon travail, c'est du français, en fait. C'est comprendre l'énoncé pour ensuite savoir quel outil mathématique je vais pouvoir utiliser. Et ensuite, il faut qu'on fasse appel à une mémoire. Une mémoire pour connaître ces tables de multiplication, pour savoir additionner rapidement, voilà. Et une mémoire de travail pendant que je suis en train de résoudre mon problème. Donc, vous voyez qu'en fait, c'est aussi pour ça qu'on dit qu'il y a souvent beaucoup d'élèves qui ont des difficultés en mathématiques, c'est que ce nombre-là, il a besoin d'énormément de compétences pour pouvoir se construire correctement. Voilà. Et il y a des étapes à ne pas brûler, en fait. Voilà. Alors, cette prise de conscience, elle existe, puisque maintenant, dans les programmes, on commence à prendre en compte les recherches récentes. Voilà, comme je vous ai dit, la ligne numérique, l'estimation, c'est des choses qui commencent à être beaucoup plus entraînées chez les élèves. Voilà. Merci beaucoup Anne Caroline, pardon, pour ce. C'était extrêmement intéressant. Merci pour toutes vos références scientifiques, les études internationales. Enfin, je pense qu'on a tous appris beaucoup de choses. Donc, n'hésitez pas à vous rendre sur le site de lipsco.fr. On mettra les références, sans doute. Vous avez donné beaucoup de choses à l'écran, donc on s'y reportera. Deux petites questions qui nous sont parvenues, mais alors une à laquelle vous avez déjà à moitié répondu. Est-ce que la construction du nombre chez l'enfant est prise en compte dans la construction des programmes? Vous venez juste d'en parler. Est-ce que vous pouvez en dire un tout petit peu plus? Donc, en fait, donc comme je vous ai dit, moi, j'ai eu besoin de retourner à la base pour comprendre pourquoi mes élèves ne réussissaient pas. Et en retournant à la base, je me suis quand même rendu compte que par moment, les programmes demandent des choses à des enfants où ils n'ont pas la maturité pour pouvoir le faire. Et donc, seule une minorité qui, on va dire, est en avance sur le développement, s'en sort. Alors, il commence à y avoir un peu cette prise de conscience et il y a des choses qui bougent dans les programmes. Mais c'est vrai que, voilà, typiquement, alors déjà les confusions entre la comptine numérique et le dénombrement. Et pareil, il y a quand même souvent des parents qui sont catastrophés, qu'en petite section, ils savent toujours pas dénombrer 10. Non, c'est normal en fait. Voilà. Et on se rend compte aussi, et ça c'était un peu Piaget d'ailleurs, on revient un peu sur Piaget, parce qu'à un moment il était beaucoup décrié, puis finalement il revient un peu à la mode. On se rend compte que quand même il y a des périodes plus propices pour l'apprentissage que d'autres. Donc voilà, ça vient timidement dans les programmes. Voilà. On sait que toute réforme en éducation, de toute façon, c'est un temps long. Un petit peu long. Et donc, autre chose que nous apporte cette connaissance de la construction du nombre chez l'enfant? Alors, c'est une question très ouverte. Alors, là, si vous avez bien suivi toutes les étapes par lesquelles je suis passée,
normalement, quand on enseigne, surtout en maternelle ou en élémentaire, on voit derrière toutes les activités, en fait, qu'on peut développer avec les enfants. Voilà, la comptine numérique, leur faire apprendre plein de chansons à partir de ça. Le dénombrement, il y a plein d'actions autour du dénombrement. Pareil, alors il y a une étude qui a montré que tous les enfants qui jouent à des jeux de plateau enfants ont des bien meilleurs résultats plus tard en mathématiques. Donc, c'est vrai que des fois, dans l'éducation nationale, je trouve qu'on dénigre un peu les enseignements en maternelle, alors qu'en fait, en maternelle, on peut vraiment poser toutes ces bases-là qui sont essentielles après. Moi, je vois au collège, on passe notre temps à dire ils n'ont pas de base, ils n'ont pas de base, ils n'ont pas de base. Mais oui, mais pourquoi en fait? Voilà. Donc, tout ça, toute cette prise de conscience, pareil, le passage au code indo-arabe, ces allers-retours dans le triple code, c'est vraiment des choses qui sont très importantes à travailler en classe, quoi. Merci beaucoup. Je regarde une seconde si le public a des questions. Oui, madame. Ah oui, 2 questions. Oui, bonjour. C'est pas une question, c'est en fait peut-être un ou 2 apports. Il y a peut-être une question aussi. J'ai l'habitude de toujours commencer par les chiffres romains, parce qu'en fait, les enfants, quand ils créent, ils dessinent, ils font un trait bien droit. Bien ça représente vraiment le 1 et le 2 et le 3. On peut même faire le 4. Et puis pour le 5, je fais la main, parce que c'est le V qui fait la main. Enfin, c'est une question d'apport par l'image, en fait, et ça marche très bien. Et je m'interdis absolument pas de leur dire 10-1, 10-2, 10-3, 10-4, 10-5, 10-6, 17, 18, 19. Et ils sont tous émerveillés. À chaque fois, 10-1, non. Alors je dis, 10-1, c'est vrai, ça se dit pas. Comment dit-on? Il y en a toujours un qui sait 11. Mais sinon, je ne m'interdis pas du tout de leur dire 10-1, 10-2, 10-3. Et puis, j'avais une autre chose aussi qui me... En fait, dans l'histoire du nombre, je veux dire, c'est d'abord le besoin de compter qui a fait qu'on a mis des noms sur le comptage. À la limite, est-ce que c'est indispensable, ces comptines avec des nombres sur lesquels vous insistez? Je me demande, c'est pour apprendre un vocabulaire, mais le vocabulaire, ça vient très vite. Je préfère leur apprendre petit à compter avec des cailloux ou mettre des... Par exemple, moi, je leur apprends à compter avec des noisettes, d'accord? Et les noisettes, quand elles sont toutes seules, je les écrirai toujours en marron. Et après, quand il y en a 10, pouf, je les mets dans un sac vert. Et le sac vert, les dizaines, je les écrirai toujours en vert. En fait, je dis ça parce que j'adore enseigner les mathématiques et qu'en principe, ça marche très bien. Et c'est avec des choses très simples. J'ai l'impression que des fois, on coupe les cheveux en 4. C'est vrai que ça devient super bien, les tableaux, mais c'est toujours des vues d'adultes. Il faut toujours un peu plus peut-être se mettre à hauteur de l'enfant. Bon, c'est juste des petits apports. Deux choses. La première, c'est que quand finalement vous utilisez les nombres romains, vous faites une transition pour associer quelque part l'analogique, la quantité, finalement, pour arriver ensuite vers votre code indo-arabe. Donc, en fait, vous passez par une transition qui fonctionne bien avec vos élèves. Donc, c'est absolument pas choquant. L'objectif, c'est de faire des allers-retours, justement, entre toutes ces représentations du nombre. Pareil, 10-1, 10-2, 10-3, bien évidemment, comme ça consolide le concept du nombre derrière. Donc, c'est absolument pas gênant. Après, quand on va être dans une société, il y a, par exemple, c'est en Amazonie, il y a un peuple, alors je ne sais plus comment il s'appelle, mais qui n'a pas créé de mot nombre. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup. Voilà. Pourquoi? Parce que dans leur pratique de tous les jours, ils n'ont pas eu besoin de développer ces mots-là. Ils n'en ont pas besoin. Voilà. Mais nous, dans notre société actuelle, on a un besoin, un moment pour communiquer avec l'autre, d'utiliser des mots. Et donc, il faut pouvoir acquérir ces mots, parce que votre sachet vert, au bout d'un moment, vous le nommez quand même. Voilà. Donc, il y a bien le mot qui arrive à un moment. Après, comment faire les liens entre cette quantité, ce mot, ce code indo-arabe, ça, il y a plein de méthodes différentes, en fait. Voilà. Mais, en tout cas, il y a des interactions entre les trois. Et plus on développe ces interactions entre les trois, plus ça va... Enfin, mieux ça va se construire chez l'enfant. Voilà.
Merci. Il y avait une autre question? Non? On a fait le tour? Non. Bien. Eh ben, merci à vous, Caroline Landreau, pour cette exposition. C'était vraiment très riche et intéressant. Merci de votre venue sur le Salon Lipsco.